Bonjour, aujourd'hui nous recevons Rémi Lévy. Rémi Lévy. Bonjour. Rémi Lévy, donc Rémi, 64 ans, 2 enfants, origine pied noir, parents greffiers en Algérie, Oui. Études de droit à Montpellier, avocat civiliste, généraliste, spécialiste de droit à la construction et la responsabilité des architectes, droit du sport, bénévolat, actuellement bâtonnier. Tout à fait. Depuis bientôt presque 2 ans, c'est ça? Oui, 1 an et demi. Apprécié de ses confrères, car il a mené la grève contre la suppression de la caisse de retraite des avocats. Depuis plusieurs années, l'État essaye de ponctionner cet argent. Oui, ça a été surtout le dernier projet, celui qui avait été initié par M. Delevoye, où il y avait des conséquences catastrophiques pour la profession, la disparition de notre caisse, qui est autonome, qui ne percevait pas 1 centime de l'État, alimentée par les avocats, la confiscation de nos avoirs et une chute conséquente des pensions, avec corrélativement une augmentation très importante des une mort programmée d'une partie importante de la profession. D'accord. Donc, une autre casquette importante, enfin, tout le monde vous connaît dans ce registre, à Montpellier, donc c'est le hand. Vous êtes arrivé en 2017, beau parcours. 2007, oui, excusez-moi. 2007, très beau parcours, champion d'Europe il y a 2 ans, donc club des champions en 2018. Cette année c'est un peu plus compliqué, championnat figé, 4 derniers matchs perdus, le MHB se retrouve à la 4e place, il pourra jouer que la petite Coupe d'Europe. Oui, c'est quand même l'ex-couple chef, l'European Handball League, sur une nouvelle formule qui va voir une participation de beaucoup d'équipes de très bon niveau, allemands, espagnols, pays de l'Est. Ouais. Après, c'est vrai que quand le Montpellier Handball perd, c'est un événement, tellement on a habitué les gens à gagner. Quand même un club qui est sorti d'un cycle compliqué avec l'affaire des paris, avec des finances délicates à la suite de cette affaire. Aujourd'hui, c'est un club qui a été restructuré. C'est un club qui a gagné pour la 2e fois la Ligue des Champions, donc c'est un monument du handball européen, et aujourd'hui, c'est vrai que la saison dernière s'est terminée un peu en queue de poisson, mais c'est pas grave, on a une équipe d'avenir et on va bien rebondir. Voilà aussi, donc il est président de l'association du Montpellier Hand, et il est vice-président de la Ligue nationale et de l'UCPH, qui est une autre ligue. C'est l'Union des clubs professionnels. L'Union des clubs professionnels, voilà. Loisirs, sport, donc en général, randonnée, essais politiques, presse, qualité, sérieux, organisé, esprit clair, bien vu de ses confrères, modéré, consensuel. Vous avez tout pour faire un président, en fait. Je ne sais pas si c'est l'homme qui fait la fonction ou la fonction qui fait l'homme. Moi, j'aime bien animer le collectif. C'est vrai que toute ma vie, j'ai essayé de m'impliquer dans des collectifs, au barreau, la caisse de règlement des barreaux, le conseil de l'ordre, l'association sportive, en dehors, dans la vie civile, principalement avec le sport. Je joue au stade olympique Montpelliérain, à Montpellier Littoral, à Montpellier Paillade, au Montpellier Université Club. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu m'occuper d'un collectif, j'y ai pris plaisir. J'en tire pas de gloire personnelle. Moi, ce que je garde en mémoire, c'est tous les moments que j'ai vécu avec ce collectif. C'est des moments humains très forts. Voilà, défaut, rigide dans les débats. Est-ce qu'on peut être à la fois consensuel et rigide dans les débats? Oui, j'aime bien, ça j'ai appris aussi, peut-être principalement grâce au sport, que de temps en temps il faut aller vite et qu'on ne peut pas, comme on le fait parfois chez les avocats, éterniser les débats. Donc c'est vrai que de temps en temps, après la réflexion, l'action doit venir vite. Il faut couper. Et j'aime bien, oui, qu'on passe à l'action. Voilà, donc on va parler de la une du prochain numéro de La Glorieuse, donc celui qui est en kiosque depuis ce matin, le 889, donc les orphelins de la liste Vignal. Donc on a bouclé le journal avant le dépôt des listes, donc on ne pouvait pas trop en parler, parce qu'il y a eu des choses un petit peu surprenantes avec ce dépôt des listes. Donc ensuite on revient aussi sur les Montpelliérains au municipal, de la réalité à la télé-réalité, c'est bien ce que nous vivons. Donc on pensait que ça allait peut-être se passer. Voilà, aussi on revient sur les surnoms de la Sorelli, sur un arbitre justement qui a sifflé un hors-jeu, qui était sur une liste, et qui se cherche aujourd'hui. Et on revient aussi sur un élu qui a emprunté 23 000 €, un patron de plage et de boîte de nuit. On lui a posé des questions, on n'a pas eu de réponse. Voilà, alors on est resté un peu sur notre faim. Est-ce que c'est légitime de poser des questions à des élus?
Bien sûr que c'est légitime de poser des questions à des élus. Après, je pense qu'il faut respecter aujourd'hui une certaine forme. Il y a quand même, à travers les réseaux sociaux, souvent une montée en puissance. Aujourd'hui, je le dis souvent, quand il y a un débat, principalement judiciaire, il y a le débat judiciaire au tribunal avec des règles, présomption d'innocence, respect du contradictoire, une instruction, et puis il y a le débat dans les réseaux sociaux où, avant même que l'analyse soit faite, les décisions tombent. Voilà. Je trouve ça un petit peu regrettable parce qu'on a souvent le cas de personnes qui ont été innocentées à la suite d'une affaire, mais les réseaux sociaux ne retiennent que la condamnation médiatique. Je ne suis pas un grand partisan de tout ça. Mais faut-il... la presse, elle doit poser des questions aux élus. Bien sûr. Et les élus doivent répondre. La presse joue un rôle prépondérant dans l'analyse de la vie politique, dans la recherche de la réalité. Elle l'a toujours joué d'ailleurs. Aujourd'hui, dans les grandes crises politiques de la France, on se rend compte que c'est la presse qui souvent a porté le débat et qui l'a fait de façon démocratique. Mais elle est dans son rôle, les avocats sont dans leur rôle, le juge est dans son rôle. Je pense qu'il faut gérer tout ça avec une certaine sérénité et éviter les lâchages, éviter les pronostics et les décisions médiatiques. Alors, on a parlé de hand, on a parlé de justice. À part ça, quel est votre lien à Montpellier, Maître Lévy? Votre lien à Montpellier? Mon lien à Montpellier, moi je suis à Montpellier depuis septembre 1969. Comme vous l'avez rappelé en préliminaire, mes parents sont pieds noirs. Hein, et comme l'a dit mon ami Jacques Martin, un jour, le vent nous a portés de l'autre côté de la Méditerranée. C'est une très belle expression. Mes parents ont atterri à Poitiers, où ils ont exercé leur fonction de greffier. Mon père avait sa famille à Nîmes, donc il a tenté de se reprocher. Et on est arrivé à Montpellier en 69, j'ai vu l'évolution de cette ville. J'ai connu François Delmas, j'ai connu Georges Frêche, je connais aujourd'hui tous les candidats, bien évidemment. Mais je ne porte pas de jugement ni ne donne d'opinion parce que, par définition, le bâtonnier reste dans un rôle politique. On a eu un petit accrochage avec Patrick Vignal, que je connais bien, puisque quand on connaît le sport à Montpellier, on connaît forcément Patrick Vignal, mais Patrick Vignal n'était pas visé, on s'en est expliqué. Vous avez quand même appelé à faire barrage contre Vignal. Non, on a appelé, alors une partie du barreau a appelé à faire barrage contre la République En Marche de manière générale, pas spécialement aux élections municipales. Et après, oui, on aurait aimé que nos députés, que ce soit Vignal ou Coralie Dubost, ou les autres, portent un petit peu plus notre voix, on les avait reçus. C'est un projet de loi qui était vraiment dramatique pour la profession. On aurait aimé que nos élus nous représentent de la même façon qu'ils nous ont entendus quand on les a reçus. Voilà, mais ça reste un débat purement professionnel sur un projet, et ça n'a rien contre Patrick Vignal, qui le sait très bien et qui est un ami. Et pensez-vous que donc, vos déclarations aient contribué à empêcher Vignal de ne pas dépasser les 10%? Écoutez, ça serait bien prétentieux de penser qu'on pèse autant sur le débat électoral. Voilà, je pense aujourd'hui que, compte tenu de la conjoncture politique, c'est une élection difficile pour le parti au pouvoir, hein, et que Patrick Vignal en a payé un petit peu le prix. Au regard de la faible participation, donc 34% au premier tour, les élus de Montpellier en 2020 seront-ils légitimes? Écoutez, aujourd'hui, il y a un débat. Bon, vous avez eu l'importance du débat sur le premier tour, sur le fait qu'il était organisé à une période de crise importante de la pandémie. Aujourd'hui, on va voir ce deuxième tour. D'autres pensaient qu'il était préférable de remettre le compteur à zéro et de voter en septembre. Chacun prend ses responsabilités, et aujourd'hui, j'espère que la participation sera plus importante qu'elle a été au premier tour. C'est vrai qu'être élu avec un faible taux de participation, c'est toujours un peu frustrant. Moi, je souhaite que l'élu, quel qu'il soit, ait une base en voix et une base populaire importante. Est-ce que le bâtonnier en service s'impose plus de droits de réserve sur la politique locale que le patron du hand? Mais vous savez, moi, j'aime pas le mélange des genres. Le bâtonnier, comme je vous l'ai dit, traditionnellement, il ne s'exprime pas en politique. On a vu dans l'histoire du barreau de Montpellier des bâtonniers démissionner de leur mandat politique, des candidats au poste de bâtonnat démissionner de leur mandat politique. Voilà, aujourd'hui, moi je suis à la tête d'un barreau de 1200 avocats.
On a eu un point d'attaque qui était la réforme des retraites, mais ça concernait tous les avocats, et le bâtonnier ne fait pas de politique. Alors, bon, le patron du hand, là, le taulier, là, les Verts de Delafosse, ils veulent planter des arbres à la place du nouveau stand de hand à Cambacérès. Vous avez vu ça? Oui, écoutez, que dire? Aujourd'hui, le Montpellier Handball a toujours eu un enracinement très fort avec les collectivités, depuis Georges Frêche, puisque c'est Georges Frêche qui avait promu tout ça. On a bien travaillé avec tout le monde. Nous, on rappelle quand même quelque chose d'essentiel, c'est que effectivement le Montpellier Handball, à l'image de club professionnel de haut niveau, avec son statut européen, mais le Montpellier Handball, c'est aussi un acteur important du tissu social. C'est 800 licenciés. Ce sont tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches des jeunes qui jouent dans tous les gymnases de la ville sous la bannière du Montpellier Handball. Et aujourd'hui, je pense que quels que soient les élus, le constat est unanime. Aujourd'hui, la cohésion sociale, elle se fait beaucoup par le sport. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a unanimité pour considérer que le Montpellier Handball... Voilà. Oui, d'accord, non, mais enfin, la question c'est, est-ce qu'il faut planter des arbres à la place du nouveau stade? Je ne vais pas vous dire qu'il faut planter des arbres à la place du nouveau stade. Je pense qu'aujourd'hui, Montpellier a de l'espace pour développer tous les projets, qu'on peut avoir une écologie forte, qu'on peut avoir des clubs de haut niveau, qu'on peut avoir un club de football avec un nouveau stade, qu'on peut avoir un club de handball avec une nouvelle salle, et qu'on peut développer un projet écologique. Pour moi, tout ça n'est pas antinomique, c'est même assez complémentaire. Donc on peut planter des arbres à Cambacérès et puis mettre le nouveau stand de hand ailleurs, par exemple. Tout ce qui compte, c'est de faire des projets rationnels. Aujourd'hui, vous savez, moi j'ai participé à beaucoup de débats et de conférences au niveau national sur les nouveaux stades, les nouvelles salles. Aujourd'hui, bien évidemment, il faut trouver des endroits accessibles, des endroits bien desservis, et surtout construire un stade ou une salle, ce n'est pas une fin en soi, c'est prévoir les financements, comment faire pour que l'argent public soit le moins présent possible, parce qu'aujourd'hui l'avenir du sport n'est pas dans l'argent public. Voilà, il faut valoriser ces projets. Ces projets, ils ne sont pas uniquement destinés à faire jouer une équipe, ils sont un stimulant important pour l'économie locale. On sait que 1 euro investi dans le sport, c'est 40 euros de dépenses par la suite. Voilà. Donc il faut voir la globalité des choses avec un peu de sérénité. Est-ce qu'un jour vous comptez franchir le pas en intégrant une liste comme l'ont fait de nombreux autres bâtonniers? Vous avez sûrement déjà été approché. Oui, j'ai été approché, c'est vrai que j'ai été approché. Moi aujourd'hui, je suis un homme libre, je suis attaché aux gens. J'ai connu François Delmas, j'ai connu Georges Frêche, Philippe Sorel, je connais Michael Delafosse, je connais Moed Altrad, bien évidemment, puisque comme il a des responsabilités dans le sport, on se connaît. Moi, je ne suis pas quelqu'un de clanique. Voilà. Je peux travailler avec beaucoup de gens. Ce qui m'intéresse, c'est le projet, la fidélité, parce que aussi c'est quelque chose qui est important. Et je ne ferme la porte à rien, mais là pour le moment, vous savez, le barreau est dans une crise importante. J'ai encore 7 mois de bâtonnat. Mon rôle est d'être présent au quotidien avec mes troupes et de les aider au mieux. Donc pour le moment, je ne tire pas de plan sur la comète. En tant que citoyen, quelle est votre grille de lecture sur cette triangulaire à Montpellier? C'est un peu surprenant, effectivement, avec cette alliance de dernière minute. Après, écoutez, les gens ont un peu de temps. Le débat qui n'a peut-être pas été très fort sur le premier tour, compte tenu de l'ambiance et de la crise, cette année, il a lieu d'être. Donc voilà, je pense que tout le monde pourra s'exprimer et voter de façon claire en fonction de cette triangulaire qui est un peu une nouveauté. C'est vrai que dans l'histoire de la vie montpelliéraine, on a toujours été habitué à une duel classique gauche-droite. Si je refais l'histoire d'Almas, Frêche, Christol, Dugrip, voilà. Ça a un petit peu changé avec l'élection de Philippe Sorel, parce que ça a correspondu aussi à une évolution de la vie politique, à une présence un peu moins forte des partis. Voilà, aujourd'hui, il y a 3 personnalités et des équipes. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura une participation importante et que l'élu, quel qu'il soit, aura une base démocratique et légitime forte. Bon, on va aborder maintenant les problèmes de la justice là, et du bâtonnat. Pourquoi êtes-vous très populaire chez les avocats? Moi, je suis toujours resté proche des gens. J'ai toujours considéré que le bâtonnier n'est que le représentant de ses 1200 confrères. C'est pas un espèce de monarque qui, à la place du bâton, pourrait avoir un sceptre en main. Je pense que le bâtonnier, c'est un homme de terrain. Moi, j'ai toujours connu des bâtonniers qui étaient des gens de terrain, qui étaient présents au palais, qui aidaient les confrères. Donc c'est vrai que je suis assez accessible, les confrères ont mon téléphone, j'essaie de leur rendre service assez rapidement.
C'est le sens du collectif que j'ai au barreau, comme je l'ai toujours eu dans le travail et dans toutes mes autres activités. Parce que Maître Dumont, là, qui est invité là il y a quelques mois, avait déclaré si un avocat ne gagnait pas 30 000 € par an au bout de 15 ans, il fallait qu'il se pose des questions. Donc vous êtes un peu écharpé par voie de presse. Oui, tout à fait. Bon, je connais Christian Dumont. Christian, on se connaît depuis le lycée Joffre. Hein, donc, on a quasiment fait toute notre route d'étudiants et professionnels ensemble. Le problème n'a jamais été celui de l'exercice du droit de grève. Il y a 10% peut-être du barreau qui n'a pas fait grève et qui n'a pas eu besoin de téléphoner à midi pour le faire savoir. Personne n'a empêché Christian Dumont d'exercer ou non le droit de grève, parce que c'est un petit peu le message qu'il a fait passer. Mais vous savez, nous on fait partie d'une génération qui a eu la chance. On est arrivé au barreau de Montpellier, il y avait moins de 200 avocats. L'activité judiciaire était en pleine expansion et on a pu assez facilement, bien sûr on a travaillé, mais on a pu assez facilement, parce que le marché était grand, faire carrière, créer des cabinets, les développer, avoir un patrimoine personnel. Je n'aime pas trop ce genre d'expression. Aujourd'hui, moi je suis très fier de toute cette jeune génération qui porte les valeurs de la profession. Aujourd'hui, Christian Dumont n'a pas le monopole de la défense au pénal. Et je pense que ceux qui gagnent moins de 30 000 € le font au moins aussi bien que lui, et que c'est un peu discriminant. C'est méprisant de dire certaines vérités. Bon, c'est pas une vérité, c'est comme l'expression qui tend à dire quand on n'a pas une Rolex, on n'a pas réussi dans la vie. Voilà. Moi, je connais des avocats qui ne gagnent pas 30 000 € par an, et qui font un boulot formidable, qui sont présents tous les jours au quotidien. C'est un petit peu facile de porter des jugements de valeur quand on a son patrimoine. Voilà. Tout le monde n'a pas une grosse propriété immobilière, tout le monde n'a pas une Porsche, tout le monde n'a pas une Rolex. Mais les avocats font bien leur travail. Vous avez soutenu les avocats grévistes avec plusieurs manifestations. Vous en êtes où avec la ministre, là, Madame Belloubet? Alors, d'abord, la protestation contre la réforme des retraites, elle a été nationale, 164 barreaux en grève et quasiment 70 000 avocats. Donc il y avait une unanimité de la profession pour se battre contre un projet vraiment qui allait aboutir à une suppression de 40 à 50% des effectifs. J'ai été très présent parce que moi, quand je m'engage dans les combats, c'est peut-être un petit peu mon côté sportif. Je fais les choses à fond, voilà, et je n'ai pas hésité à monter au créneau un petit peu partout, y compris médiatiquement. La ministre de la Justice, vous savez, comme on dit de temps en temps, on n'a plus le son, on n'a plus l'image. Depuis la crise du coronavirus, l'activité judiciaire est quasiment à l'arrêt dans ce pays. Les plans de redémarrage sont très compliqués, et en tout cas, que vous écoutiez le président de la République ou le Premier ministre, vous n'aurez jamais entendu un mot sur la reprise de la justice. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une situation qui est très préoccupante pour le citoyen, parce qu'une société sans justice n'est pas une société démocratique. Aujourd'hui, ne pas savoir quand vous passerez en conciliation de divorce, ne pas savoir quand est-ce que vous serez jugé sur un dossier prud'homal, ne pas savoir quand est-ce que vous recouvrerez une créance locative, c'est un vrai problème pour la majorité des citoyens. Il est temps que dans ce pays, on se rende compte enfin de l'importance de la justice. Aujourd'hui, pour vous donner une image, on a autant de magistrats que sous Louis-Philippe, à une époque où la France avait 32 millions d'habitants. Voilà, c'est pas possible, il faut redonner à cette institution la place qu'elle mérite. En 30 ans, là, le nombre d'avocats a été multiplié par 5. Oui. Donc aujourd'hui, il y a 1200 robes noires à Montpellier, dans une ville où le tissu économique est plutôt très faible. Oui, on est d'accord sur ce constat. Montpellier n'a pas le tissu économique de Bordeaux, de Lyon, de il n'y a pas trop d'avocats. De Paris. Quel est votre constat? Il ne faudrait pas faire une espèce de quota. Il faut comparer ça à l'évolution de la démographie. On ne peut pas prendre un nombre isolé comme ça. Aujourd'hui, la métropole de Montpellier, c'est 500 000 habitants. 1200 avocats pour 500 000 habitants, c'est pas un nombre excessif. Et surtout, il faut le regarder par rapport aux critères européens. Je parlais du nombre de magistrats. Le nombre d'avocats, on est bien en retard par rapport à l'Allemagne, on est bien en retard par rapport à l'Angleterre, on est bien en retard par rapport à tous les pays, et on est régulièrement cité parmi les derniers pour la part du budget de la justice dans le PIB. Aujourd'hui, la France est derrière la Lituanie. Je ne parle pas de ces délais d'évacuation où aujourd'hui la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne pour ces délais anormalement longs de prononcer des décisions de justice. Voilà. Et pourquoi rien n'est fait là? Parce que c'est quand même incroyable qu'il faille 4-5 ans pour amener un dossier dans la justice. C'est un problème. Alors, il n'a pas commencé maintenant, mais aujourd'hui, il prend toute son acuité avec la crise liée au coronavirus et à tous les retards qui sont engendrés depuis des années.
pense que tous les pouvoirs politiques ont peut-être considéré que la justice était peut-être quelque chose de négligeable, peut-être voire de dangereux. On ne peut pas dire qu'en France, au-delà de la règle de séparation des pouvoirs, on ne peut pas dire aujourd'hui que la justice soit vraiment considérée comme un socle indépendant qui fait avancer le pays. C'est peut-être une culture française, mais aujourd'hui il est temps que ça change et que la justice prenne toute sa place. En laissant de côté les affaires politiques, j'insiste sur la vie de tous les jours, la vie des citoyens. Oui. Aujourd'hui, quand une justice n'est pas rendue, c'est le désordre assuré. Et donc, il se dit là que beaucoup d'avocats sont dans une situation difficile au niveau des finances. Est-ce qu'il y a des avocats qui vivent mal leur métier? J'ai entendu même qu'il y a des avocats qui quittaient la profession. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, cette profession est devenue très difficile. On exerce des responsabilités importantes. On a une pression sur les formalités, on a une pression sur les charges. On est à quasiment 60% de charges. Donc aujourd'hui, il y a un stress, moi que je n'ai pas connu les 20 premières années de mon exercice professionnel. Donc il y a une forte concurrence. Il y a aussi une espèce d'ubérisation de la fonction judiciaire, où aujourd'hui, pour gagner 50 €, le justiciable est prêt à faire 50 sites internet. Donc la relation avec la clientèle a beaucoup changé, la relation avec les tribunaux a beaucoup changé. Et effectivement, il y a du stress, il y a de l'inquiétude, et beaucoup aspirent à faire autre chose. C'est pas tellement le désamour du métier, c'est tout le stress qui génère. Et lors des bâtonnets, aident-ils les avocats en difficulté financière? Bien sûr, alors c'est un sujet d'actualité, puisque hier, au niveau du Conseil de l'Ordre, on a fait un geste très important pour le barreau de Montpellier. On les a exonérés de la cotisation ordinale, c'est que l'Ordre assure beaucoup de services pour les avocats, et on les a exonérés également. C'est combien la condition ordinale, la cotisation ordinale? Grosso modo, c'est lié au chiffre d'affaires. Pour l'ensemble des avocats, ça représente sur l'année pas loin de 900 000 €, ça fait tourner tous les services de l'Ordre. Voilà, aujourd'hui, voilà, et la prime responsabilité civile, c'est 1 100 000 €, donc globalement, sur une année, c'est 2 millions d'euros. En exonérant d'un semestre, 6 mois, quasiment 1 million d'euros en fonds propres financés par le barreau pour aider les avocats. Après, ça représente 50% des avocats à peu près que vous avez aidés. Ça va représenter tous ceux qui vont faire une déclaration sincère sur leur perte de revenus, et indépendamment de ça, on a une tradition aussi d'une caisse de secours qui est gérée par le bâtonnier en toute confidentialité. Donc aujourd'hui, tous les avocats qui sont en difficulté ont des membres du Conseil de l'Ordre dans leur service, et le bâtonnier pour les aider en toute confidentialité. Vous aidez combien d'avocats aujourd'hui? Je ne veux pas trop en parler, je ne veux pas trop donner de chiffres, mais bon, disons que tous ceux qui sont en grande difficulté, on leur tient la main, et aujourd'hui, je pense que ce barreau il est très solidaire. Je pense que les jeunes méritent qu'on leur donne la chance de continuer l'activité telle qu'ils la font, et c'est le rôle du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre de faire le maximum pour les aider. Que pensez-vous aujourd'hui de la proposition gouvernementale là, concernant la création d'un tribunal supprimant les jurys populaires? Il y a deux choses. Il y a le débat sur le fond, qui n'a pas été mené, parce qu'aujourd'hui, on voit comment ça se passe. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de débat parlementaire, et en tout cas, la profession n'y a pas été associée. C'est un petit peu dommage, parce qu'on parlait tout à l'heure des légitimités populaires, et donc la cour d'assises, c'est quand même un pilier de l'institution judiciaire en France avec les jurés. Ce qui est un petit peu dommage sur la forme, c'est que tout cela avait été lancé sous forme d'expérimentation, c'est-à-dire que quand on est parti il y a 1 an et demi, l'expérimentation se faisait avec 2 cours d'appel, puis on est passé à 5 subrepticement, et puis le coronavirus, là, alors lui, il a fait une victime certaine, c'est la cour d'assises. Aujourd'hui, vous pouvez dire que la cour d'assises est une victime du coronavirus, puisqu'on a généralisé ce tribunal criminel départemental, et aujourd'hui, on peut considérer que la cour d'assises, telle que l'ont vécu beaucoup de gens, d'illustres commentateurs, moi, jeune avocat, je me rappelle de Frédéric Potcher, qui couvrait les assises à Montpellier, et bien cette justice populaire, elle a vécu, et aujourd'hui, c'est un petit peu dommage que le débat ait été escamoté d'une telle façon. Il y a toujours des améliorations à apporter dans le fonctionnement d'une institution, mais aujourd'hui, la cour d'assises, oui, on peut considérer qu'elle est morte et enterrée. C'est dommage, parce que c'était une belle tradition française. Et ça en est où, la plainte là, sur la cour d'appel administrative là? Vous avez soutenu le maire de Montpellier.
J'ai surtout porté la voix du barreau, puisque aujourd'hui, on pouvait constater que Montpellier avait un pôle qui était tout à fait destiné à abriter sa cour administrative d'appel. À Montpellier, on a le chambre régional des comptes, qui est un petit peu l'organe suprême pour toutes les institutions administratives. On a un tribunal administratif, donc en termes d'équilibre, ça aurait été bien d'avoir la cour administrative d'appel. Après, c'est vrai que les critères de choix qui ont été faits n'ont pas été très clairs. En tout cas, voilà, on essaye de le creuser et on estime que le barreau de Montpellier, avec ses 1200 avocats, est un barreau aussi important que Toulouse et que le territoire, avec sa structure, était légitime à recevoir cette cour administrative d'appel. Et vous la suivez, la plainte, alors? Elle est suivie un peu ou... Oui, la plainte, il y avait deux choses. Donc, il y a la plainte qui avait été déposée contre Madame Belloubet pour ingérence, que la Cour de justice a classée. Après, il y a le procès... Ça a été classé, oui. Après, il y a le procès plus technique devant la juridiction administrative sur les critères de choix, puisqu'aujourd'hui, même quand vous construisez un lycée et que vous avez 10 architectes qui sont concurrents, vous devez dire quels sont les critères qui ont été retenus et quel était un peu le classement de chacun. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu de clarté dans le choix, et c'est vrai que l'absence de clarté... Et ça, c'est en cours, ça, c'est en cours. Le problème, c'est que le décret officialisant la Cour administrative d'appel de Toulouse n'a pas encore été pris, donc ça reste un contentieux qui est conditionné à la publication de ce décret. Il y a beaucoup d'avocats là qui travaillent avec l'aide judiciaire, voilà. Ça représente quoi, Montpellier, l'aide judiciaire, sur les dossiers qui sont traités? C'est une part importante, je pense que... C'est quoi, c'est 10%, sur un contentieux 20%? civil, non, sur un contentieux civil, on doit bien être, je prends la matière matrimoniale, qui est peut-être la plus parlante, on doit bien être à 40-50%. D'accord, ok. Mais c'est aussi le... Dans le civil, en général, c'est à 40%, on est à 40%. Oui, on est à 40%. Oui, sur tous les dossiers? Oui. D'accord. Alors bon, on en a parlé, on parle beaucoup aussi d'honoraires de résultats chez les avocats, parce que bon, les avocats sont sous-payés par rapport à l'Europe, enfin des grands pays européens, on peut dire ça aussi. On dit souvent que si on divisait la rémunération de l'aide juridictionnelle au temps de travail sur un dossier qui va durer 2 ans, 2 ans et demi, on n'est pas loin d'une rémunération de femme de ménage, avec tout le respect que j'ai pour le travail manuel. Aujourd'hui, il y a un vrai problème aussi au niveau de l'aide juridictionnelle. Il y a une partie de la population qui est accessible, il y a l'accès au droit qui est nécessaire, et le barreau de Montpellier, comme tous les barreaux de France, ont toujours travaillé. Aujourd'hui, ce sont les barreaux qui gèrent les dotations d'aide juridictionnelle parce que l'État n'a pas les moyens. Donc nous recevons une dotation que nous gérons pour le compte de l'État, oui. Bien sûr en toute transparence, puisque avant, quand vous terminiez votre mission d'aide juridictionnelle, il fallait compter 1 an pour être payé. Aujourd'hui, grâce au service du barreau, les confrères déposent leur attestation de fin de mission et sont payés dans les 8 à 10 jours. Aujourd'hui, c'est un enjeu national qui est lié à la gestion de l'activité de ce service public et qui doit nécessairement évoluer, comme c'est le cas dans les grands pays. Vous savez, moi j'aime bien quand politiquement on fait toujours référence à l'Europe. Mais alors s'il y a vraiment un sujet où on pourrait faire référence à l'Europe pour montrer nos graves carences, c'est bien le système judiciaire. J'espère qu'un jour on s'inspirera de l'Europe. Alors une autre chose, l'Ordre des avocats fait beaucoup là, pour assurer la sécurité matérielle des avocats, mais on l'entend un peu moins sur la défense des libertés publiques. Non, on est très présent, on a eu un épisode compliqué à gérer qui était celui de l'assistance en garde à vue, l'assistance des prévenus détenus, les visites en prison lors de la crise du coronavirus. Le barreau de Montpellier n'a pas cessé d'interrompre. On s'est battu, moi le premier, pour avoir des masques, du gel et faire intervenir les confrères. On s'est battu avec les institutions pour prévoir ces mesures barrières. Après, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, on n'a plus, mais ça c'est peut-être une tradition des barreaux, on a beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain, on n'a peut-être plus les grandes voix qui s'expriment autrement, on a Gérard Christol encore qui s'exprime. C'est vrai qu'il y a un changement aussi un petit peu de génération, mais c'est vrai qu'en pratique, on reste très présent sur ce terrain. Bon, on va venir sur le champ là, du basket maintenant. Du hand, excusez-moi. Mais je connais le basket, je connais bien le basketball. Non, c'est parti. Donc, vous avez restructuré le club en 2015. Donc, pourquoi avez-vous allez-vous passer la main à la tête du MHB au fils d'André Deljari? Ah, mais c'est une histoire qui est beaucoup plus longue. Aujourd'hui, si vous voulez, on avait un besoin de financement
important puisqu'on avait un déficit consécutif à l'affaire des paris. Voilà, il fallait bien combler ce déficit et on avait toujours réfléchi. Les crises, souvent, elles permettent d'anticiper sur des projets. Voilà, et on avait souvent réfléchi sur la possibilité de réunir un club d'actionnaires, essentiellement régionaux. André Deljari est un ami du club depuis des décennies, et Julien a été jeune joueur au club, hein. Ce sont des gens qui ont toujours été proches du club. C'est vrai que pour booster un pool d'actionnaires, André Deljari était la personne idéale. C'est vrai qu'en 15 jours, il a fait un travail formidable, puisque grâce à lui, on a pu lever 1,5 million d'euros de fonds, recapitaliser le club et repartir sur un nouveau projet. Après, le président de la SAS, consécutive à la création de cette nouvelle structure et l'arrivée des actionnaires, a été Serge Granger, mon cousin, voilà, qui est arrivé un petit peu providentiellement pour prendre la tête de la SAS, puisque moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas être président d'une structure commerciale. Et Serge a voulu prendre un petit peu de recul, après qu'on ait gagné la Coupe de Roi, puis il a considéré qu'un cycle avait été effectué. Les actionnaires ont voté et ont porté à la tête du club Julien Deljari, qui s'investit énormément depuis 1 an, qui fait beaucoup de travail. Voilà, je trouve que c'est bien d'apporter un petit peu de sang neuf. On travaille main dans la main, tout va très bien. Alors vous avez évoqué 2 fois là, le scandale là, des paris truqués, Karabatic, donc ça n'a pas tué le club. Finalement, vous l'avez joué assez fine. Hein avec du recul, c'est votre analyse, c'est... Non, mais je pense qu'on est resté fidèle à nos principes. Pour nous, on l'a toujours dit avec Patrice, et vraiment avec Patrice, on a été très très liés sur cette affaire, sur notre perception et sur nos réactions. On n'a pas eu à échanger beaucoup pour prendre des décisions. Voilà, on avait toujours dit que pour nous, on ne peut pas avancer avec un groupe dont certains parient sur la défaite de leur équipe, même à la mi-temps. On a toujours été très clair, et à partir du moment où on a eu quelques certitudes, qui ont été confirmées par les décisions de justice, on a entre guillemets fait le ménage. Voilà, c'est pas une affaire Karabatic, c'est une affaire qui concernait plusieurs joueurs, qui concernait des proches, qui concernait une trentaine de personnes. Nicolas a été pris dans cette tourmente, il a été le personnage le plus visible, bien évidemment, mais ça n'a jamais été une affaire Montpellier Handball Karabatic, c'est une affaire Montpellier Handball contre le groupe de tous les gens qui ont participé à cette affaire, qui a failli coûter effectivement la disparition du club. Après, ça n'a pas été facile. Ça a été, avec un peu de recul, là, donc ça s'est passé, je ne sais pas, il y a combien de temps là 2015, c'est ça L'affaire septembre 2013. 2013 ça aurait pu avoir beaucoup plus de conséquences sur le club. Ah ben bien sûr, on aurait pu déposer le bilan si on ne s'était pas retroussé les manches. Vous savez, quand vous perdez votre principal sponsor qui est Brother 48 heures après l'annonce de l'affaire, vous perdez d'un coup 400 000 euros sur le budget d'une saison. Vous avez perdu combien de sponsors là dans la foulée? Alors, on a perdu Brother, qui était important, surtout qu'on avait 2 saisons, donc ça faisait 800 000 euros. Après, on a pris le parti de la clarté et de l'échange avec les partenaires. Moi, je me rappelle, on les a réunis quasiment dans les 4 ou 5 jours qui ont sorti la révélation de l'affaire. On a joué la clarté avec tout le monde, avec les partenaires, avec les collectivités, avec les institutions nationales. Voilà, on a pris nos responsabilités et on aurait pu en disparaître. Mais fort heureusement, tout le monde s'est retroussé les manches. Les partenaires, les collectivités, les joueurs, le personnel, tout le monde. Et on a traversé cette crise. 2 autres questions. Réponse rapide. Depuis quand le MHB n'avait pas terminé derrière l'USAM de Nîmes? Ah, ça c'est une question folklorique régionale. Je ne sais pas. Il faudrait remonter dans l'histoire du club. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Par contre, perdre 4 matchs consécutifs, je crois que ça ne nous était pas arrivé depuis 1995. Toutes les séries ont une fin, tout ça c'est relatif. Voilà, ce qu'il faut garder, c'est la permanence du club au plus haut niveau. On y sera encore l'année prochaine. Montpellier Handball reste un des clubs les plus populaires en France, si ce n'est le plus populaire. Et il reste le seul club français à avoir gagné 2 fois la Ligue des Champions. La dernière, il y a 2 ans, jour pour jour. Et donc, est-ce que vous avez, comme Moed Altrad, baissé les salaires des joueurs pendant la crise du Covid? Pour le moment, on essaye de bâtir les budgets de l'année prochaine. C'est compliqué. Il y a une tendance générale dans le sport, effectivement, à partir d'ores et déjà sur une baisse des salaires. Pour le moment, on ne l'a pas encore fait. On attend de voir un petit peu l'évolution du budget, on attend de voir un petit peu l'évolution des dispositifs d'aide, tels que le chômage partiel. On attend surtout de savoir si on va pouvoir repartir le 23 septembre, puisque ce sera la date de redémarrage du club,
avec la possibilité d'avoir du public. Ça va être la clé économique pour tous les clubs. Si on arriverait à avoir du public, je pense qu'on arrivera à réamorcer la pompe, à retrouver nos partenaires. Vous avez des réserves. On a pour le moment une gestion, on a des fonds propres, oui effectivement, on a des fonds propres. Ça aussi, ça a été une des leçons de l'histoire, avoir toujours une réserve de sécurité et des fonds propres. Voilà, disons qu'aujourd'hui, on peut tenir 3 ou 4 mois avec les dispositifs et avoir une approche plus fine à la rentrée. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. C'est la tradition dans la maison. Voilà. Si vous voulez bien nous la lire. Certains disent que la maladie professionnelle des avocats, c'est la santé. Non, c'est pas la santé, c'est la vanité. Ah, la vanité, pardon. Oui, c'est un métier où on peut facilement avoir la grosse tête, hein, ça c'est vrai. Et moi je dis souvent, quand on a les avocats, la présidence, les postes à responsabilité, il faut, pour son évolution personnelle, essayer de rester soi-même. C'est vrai que, alors après, entre ceux qui font du droit administratif, des procédures écrites et ceux qui font du pénal, les personnalités sont diverses et variées. Je pense que on a de grandes figures pénalistes qui sont restées elles-mêmes, hein, Robert Badinter, Henri Leclerc, voilà. Bon, on a un petit peu le risque d'attraper la grosse tête, mais je pense qu'on est vite rattrapé par la réalité, la nécessité du travail. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient des fragilités des statuts, et c'est justement parce que les statuts sont fragiles qu'il faut rester soi-même. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.